Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit performante. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue sur Sud Radio. Au sommaire de cette émission, le marché automobile français traverse sa pire crise depuis un demi-siècle. Les ventes de véhicules neufs ne sont pas relevées du Covid-19 et de ses dommages collatéraux sur l'industrie, la logistique, l'inflation et l'énergie par rapport à 2019. L'année 2022 marque un recul de 500 000 véhicules. Le marché est en panne et les acquéreurs soumis à des délais colossaux s'interrogent sur la motorisation à privilégier. On va en parler avec notre invité exceptionnel. Francis Bartholomé est avec nous, président de Mobiliance, et Christophe Cyril, président du groupe automobile 1807. Dans la seconde partie de l'émission, ZFE, la grande cacophonie. En France, les véhicules thermiques sont de plus en plus soumis à des restrictions de circulation. On appelle ça les ZFE, comme zone de faible émission. En 2023, 11 métropoles vont bannir ou ont banni, comme on est le 5 janvier, les véhicules classés critère 5, voire critère 4 pour quelques-unes d'entre elles. Pour être en phase avec ces nouvelles dispositions, chaque véhicule doit afficher une vignette critère qui indique sa catégorie d'émissions de gaz à effet de serre. Ça va de 0 à 6 en fonction de l'année de production et du type de carburant. On expliquera tout ça avec Nicolas Bernard, le rédacteur en chef d'AutoPlus. Tiens, d'ailleurs, vous êtes artisan, vous êtes commerçant, vous avez des problèmes pour aller livrer vos clients dans les ZFE. Le numéro est toujours le même, le 0826 300 300. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et donc après une année 2020 catastrophique avec des concessions fermées, des économies en berne, le secteur n'avait pas rebondi en 2021. Il a donc rechuté en 2022 au début de 4 mois de hausse, après 4 mois de hausse en deuxième semestre, mais aussi le marché de l'occasion, le marché du neuf, tout ça a du mal à respirer. On va en parler avec Francis Bartholomé. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes président de Mobiliance, le syndicat des métiers de la distribution et des services de l'automobile. Merci d'être avec nous. Nous sommes en ligne aussi avec Christophe Cyril, bonsoir. 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 Vous êtes président du groupe automobile 1807. Vous vendez du neuf, de l'occasion. Vous êtes à Toulouse, à Cavaillon, à Avignon, à Aix et à Paris. Donc voilà, vous avez un espèce de florilège de tout ce qui peut se passer dans le secteur automobile. Juste avant de démarrer avec vous, Christophe Cyril, on va parler de Mobiliance aujourd'hui. Aujourd'hui, vous représentez forcément le monde de l'automobile, plutôt non pas les constructeurs, mais presque tout le reste. Oui, surtout de la filière automobile, donc entre l'aval et l'amont en définitive, ou autrement dit l'industrie et les services. Nous sommes effectivement les services. Dans une configuration qui est reconnue par l'État, qui s'appelle le comité stratégique de filière automobile, qui dépend de Bercy, sous le ministre Le Maire. Et il y a à la fois la partie de l'industrie qui représente les constructeurs, nos amis constructeurs, et les équipementiers, il ne faut pas les oublier, parce que c'est extrêmement important. Et de l'autre côté, il y a les services. Alors les services, c'est à peu près tout. Le Mobiliance, c'était avant CNPA, c'était beaucoup la voiture. Maintenant, c'est devenu beaucoup les mobilités. En général, oui. On parle des mobilités en général. Mobiliance représentant aussi les véhicules industriels, les vélos électriques. Oui. Les patinettes, les gyropodes. C'est ça. Donc aussi on les est vraiment stations-service, aussi les auto-écoles. Tous les services, bien sûr. Je ne parle pas du domaine de la vente, bien sûr, de l'entretien, de la réparation, de la carrosserie, de la déconstruction automobile. C'est un des sujets extrêmement forts actuellement, la déconstruction. C'est qu'est-ce qu'on va faire des produits. On déconstruira des batteries, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet aussi de demain. Et puis alors l'ensemble d'autres services comme les loueurs. Les loueurs sont chez nous. Les parkings. On ne fait pas de mobilité aujourd'hui sans parking et sans loueur. Donc on voit bien que tout le monde est concerné. Les auto-écoles, apprendre. Donc voilà, on a tout un ensemble, 20 métiers. Et le dernier, c'est le rétrofit. On vient de signer le rétrofit. Et bien sûr, celui qui marque beaucoup plus cette transition. On explique aux gens ce que c'est que le rétrofit. On va expliquer, bien entendu. Mais ce qui marque beaucoup aussi, c'était notre évolution entre nos métiers traditionnels, si vous voulez, qu'on avait. Et maintenant, nous sommes partis à Station F avec 120 startups qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui sont là pour faire en sorte toute cette évolution de nouveaux métiers demain, faire en sorte qu'on soit toujours à la pointe de ces nouvelles mobilités qu'on nous annonce.
Bon, pas toujours les plus faciles à réfléchir. On va en parler peut-être, mais Oui, absolument. voilà. Tout ça pour dire que vous avez 130 une 000 vision, entreprises vous avez une vision panoramique du secteur de Voilà, tout à l'automobile fait, et de tout la à fait. mobilité en général. Si on doit démarrer avec vous, aujourd'hui, forcément 2023 vient d'arriver de façon rétroactive. Les différentes crises, les 3 années qui nous précèdent sont assez terribles pour le secteur de l'automobile. Et on se pose la question de 2023, quid de 2023 ? Oui, alors là effectivement, très sincèrement, on ne peut penser que ça va reprogresser. Pour une première raison qui me paraît essentielle, c'est que cette crise des matières premières, les semi-conducteurs qui ont largement handicapé l'industrie automobile, donc la fabrication des voitures, on commence à en voir le bout. Alors, je sais que je ne peux pas vous donner de date. Je sais qu'en discutant par exemple avec nos amis chez Renault, on parle plutôt du 2e semestre 2023, mais on voit quand même qu'on est dans ce système aujourd'hui où les choses devraient s'améliorer. Ce qui blesse le plus en réflexion, c'est aujourd'hui la faible prise de commande que nous enregistrons depuis septembre. Ça, c'est un sujet. On voit bien qu'il y a quelque part, le délai des fois donné, les gens hésitent à acheter une voiture, c'est trop long. Quoi acheter ? Est-ce qu'il faut acheter de tout électrique ? Est-ce qu'il faut acheter un hybride rechargeable ? Est-ce qu'il faut continuer à du diesel si je suis un gros rouleur ? Et pour combien de temps ? Donc on voit bien qu'il y a des tas de choses aujourd'hui qui fait que le consommateur, lui, il est quand même un petit peu dans l'inquiétude et il a tendance à reculer un petit peu la décision de renouvellement de son produit. On va aller sur le terrain, Philippe. Oui, Christophe Cyril, je rappelle que vous êtes président du groupe automobile 1807, vous êtes présent à Toulouse, Cavaillon, Avignon, Aix et Paris. Comment expliquer qu'on tombe encore plus bas que lors des années Covid ? Je vais juste te donner les chiffres. 2021, 1 529 035 véhicules immatriculés. Les années Covid 2020-2021, 1 650 000, 1 659 000. Donc on est plus bas. Mais on était à 2 214 000 en 2019. Peut-être qu'on peut commencer déjà à faire un état des lieux de ce qui se passe en région, Philippe. Absolument. Alors bon, d'abord, je crois qu'effectivement, on vit quelque chose qui est complètement atypique, qui est lié à cette pénurie de semi-conducteurs et qui a complètement arrêté une grosse partie de la production. Donc ça, on en a eu les effets sur 2022. Je voudrais quand même mettre, moi, un petit bémol, puisque on a constaté quand même que les portefeuilles de commandes des constructeurs sont à un niveau qui est quand même record. Vous m'entendez ou pas ? Oui, on vous entend très bien, Christophe. On vous écoute religieusement. J'ose pas le dire. Je vois. Donc c'est quand même un élément qui est important. Alors même si, Francis le disait, on a une diminution sur le 2e semestre 2022 au niveau des prises de commande, des nouvelles prises de commande, pour autant, il y a quand même un portefeuille qui est très 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 important, ce qui fait qu'on va pouvoir livrer sur le premier trimestre 2023 et que le marché va naturellement du coup reprendre un peu des couleurs par rapport à cet élément mécanique. Après, au niveau des délais, je pense quand même que la pénurie est derrière nous. Et on s'est aperçu que sur la fin d'année, on a commencé à recevoir des véhicules et sur le premier trimestre, pareil, on va avoir des voitures qui vont arriver et qui va donc du coup logiquement nous permettre d'avoir un marché 2023 qui ne sera pas, bien entendu, qui sera très loin des 2 millions de voitures qu'on connaissait, mais qui va petit à petit remonter un petit peu. Et je crois que le début du redémarrage, grâce aux livraisons et grâce aux commandes qui ont été prises sur les années passées, donc en particulier 2022, va nous permettre de retrouver un peu de croissance au niveau de l'automobile. Après, comment va se passer là, le début d'année 2023 en prise de commande, honnêtement, c'est trop tôt pour vous le dire, puisqu'on vient juste de démarrer. Je crois qu'il y a une vraie volonté, à la fois des constructeurs et à la fois des distributeurs, de faire vraiment tout ce qu'il faut pour accompagner le consommateur dans son bon choix. Et là, on en vient à ce qui a perturbé le consommateur aussi sur l'année 2022, c'est qu'il ne savait plus qu'acheter.
Oui, et c'est ça. Puisque- On va en parler dans quelques instants, Christophe Cyril. C'est ce que Ok. vous disiez, Francis Bartholomé, justement. Quelle motorisation choisir? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce qu'il faut de l'électrique tout de suite? Est-ce qu'on peut encore rouler au diesel? C'est aussi un vrai souci. Et puis on regardera quel constructeur s'en sort le mieux, parce que on parle de Stellantis, on parle de Ford, on parle de Volkswagen aussi, et puis l'arrivée de ces Chinois. Est-ce que voilà, ça disrupte totalement ce marché? On revient dans un instant avec les vraies voix qui font rouler la France. Vous restez avec nous, avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On retrouve pour ces vraies voix qui font rouler la France, on fait le bilan de l'année 2022 pour l'automobile et évidemment les perspectives de 2023 avec nos invités. Francis Bartholomé, président du Mobiliance, syndicat des métiers de la distribution et des services de l'automobile, et Christophe Cyril, président du groupe automobile 1807, neuf et occasion, présent à Toulouse, Cavaillon, Avignon, Aix et Paris. Christophe Bartholomé, une question sur la... Francis. Francis Bartholomé, pardon, j'ai mélangé les deux. Toutes mes excuses. Tout va bien. Francis Bartholomé. Cyril. Sur l'année passée, l'électrique a vu ses immatriculations augmenter de 25%, le pur électrique, à 13,3% du marché. Est-ce que cette tendance va continuer et est-ce que, vu la baisse du marché et les voitures électriques étant nettement plus chères, c'est pas ce segment qui assure les marges des constructeurs? Alors là, votre question, il y a beaucoup de réponses. D'abord, c'est le problème de l'électrique en général. Il faut repartir d'un élément très simple, c'est qu'il a été décidé par la communauté européenne d'orienter les productions des véhicules en Europe uniquement sur de full électrique. Ça a été confirmé d'ailleurs par la fin de l'électrique en 2035. Du thermique. Du thermique en 2035. Donc tout le monde est en train de bouger un petit peu, ça agite un tout petit peu partout, à tel point d'ailleurs qu'il y a une clause de revoyure qui a été prévue en 2026. Mais à mon avis, vous savez, les constructeurs, et notamment nos constructeurs français, j'ai eu l'occasion d'être avec eux, moi, à l'Elysée et dans d'autres endroits, tout le monde a mis en garde le fait qu'à un moment donné, un passage électrique forcé, trop rapide, non réfléchi, sans voir les conséquences, aurait des conséquences sociales et économiques. On le savait. Malgré tout cela, les choses ont évolué. On est intervenu, mais nous, du point de vue syndical, nous l'avons dit. Certains ministres l'ont aussi souligné. Toujours est-il que ça a été soigné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos constructeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des industriels. Et un industriel, il se met dans l'ordre de marche de fabriquer ce qui va pouvoir se vendre dans un pays. Il ne fabriquera pas ce qui va être interdit. Donc, ils ont organisé leur structuration sur des ventes, de développer des voitures électriques. Il y en a de plus en plus. Et ils ont aussi mis en place les possibilités de fabriquer des moteurs hybrides rechargeables, voire hybrides. Ce qui fait qu'actuellement, ces voitures-là sont plus disponibles que d'autres. Et quand vous avez beaucoup moins de voitures à livrer, parce que vous n'avez pas de semi-conducteurs, vous avez déjà privilégié éventuellement ce que vous fabriquez en électrique ou en hybride. Et surtout, vous avez privilégié, et là on ne peut pas leur reprocher, de vendre les voitures les plus chères, celles qui sont les mieux finies, et augmenter les tarifs. Puisque si vous baissez globalement de 2 200 000 voitures en 2019, vous l'avez dit, à 1 500 000 voitures en 2022, il faut absolument faire du résultat. Et vous compensez quoi? Par la marge. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les résultats des constructeurs, d'une manière générale, sont très bons, voire excellents, parce qu'on a conséquence pour le consommateur et pour le prix des véhicules. Les voitures et les prix de voitures se sont complètement envolés. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Le prix de la voiture est un sujet. On va en parler avec Christophe Cyril, puisqu'on retourne sur le terrain. L'électrique, très bien, parfait, mais ça dépend où et ça dépend comment, parce que c'est pas aussi facile que ça, finalement, aujourd'hui. Oui, effectivement. Selon les régions, selon les villes, effectivement, l'électrique, c'est pas la même facilité d'accès. Donc, je pense que la façon dont les politiques ont imposé aux constructeurs l'électrique, mais quand je dis aux constructeurs, c'est aux consommateurs, parce que la finalité, c'est les consommateurs qui sont concernés. Et à l'arrivée, ça aussi, c'est lui qui paye. Mais surtout, ça a créé une vraie frustration. Et tout à l'heure, Francis parlait de problématiques sociales. C'est un vrai sujet qui a des conséquences déjà sur 2022 dans la non-accès de certains consommateurs à la possibilité d'accéder à cette typologie de voiture. Parce qu'on leur dit, il faut acheter ça. Si vous n'achetez pas ça, vous n'êtes pas une bonne personne et un bon Français. Et donc, du coup, vous créez une double culpabilité parce que cette personne-là, elle aimerait le faire, mais elle ne peut pas le faire. Parce que financièrement,
ça n'est pas raisonnable ou elle ne peut pas y accéder. Donc je crois que cette problématique qu'on a vécue en 2022, en 2023, on va moins la vivre. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont maintenant accepté, pour certains, d'accéder à l'électrique, donc là, il n'y a pas de problème. Et ceux qui ont dit on n'y accède pas et on ne peut pas y accéder, vont accéder soit à l'hybridation ou tout simplement à du véhicule d'occasion qui est avec une écologie quand même raisonnée. Parce qu'on n'a plus aujourd'hui de voitures, même en occasion, qui sont des énormes pollueurs. En tout cas, pas dans ce que nous commercialisons dans nos réseaux. Hein, oui. C'est quand même des véhicules qui n'ont pas 20 ans d'âge. Donc, c'est des voitures qui ont 5 ans, 6 ans, 3 ans. Donc, c'est des voitures qui ne polluent peu. Donc, qui, du coup, en termes de critères, et vous en parlerez tout à l'heure, sont totalement accessibles pour la majorité des villes. Et qui, du coup, permettent aujourd'hui, et ça, et les gens sont en train de le comprendre, de pouvoir y accéder. Et je dirais que 2035, c'est pas demain, ils peuvent changer encore 2 fois de voiture. Donc le marché d'occasion, c'est la bonne approche pour pouvoir progressivement accéder soit à l'électrique parce qu'il y aura peut-être pas le choix, ou d'ici là, il y aura peut-être eu un peu plus de raisons, enfin j'en sais rien. En tout cas, nous, on sera là. Et notre approche à nous, distributeurs, c'est juste de répondre aux besoins des consommateurs avec les contraintes que nous avons. Voilà. Et la contrainte pour les voitures électriques, Francis Bartholomé, c'est quand même la recharge, ce qui devient c'est un vrai souci. Je penserais pour dire à notre ami, un souci quand même, c'est le prix. Et le prix aujourd'hui, il inquiète fortement aussi les gouvernements. On voit bien qu'on avait prévu cette invasion de voitures chinoises. Les Chinois ont pris 2% du marché. Ouais. Ce qui est énorme. Ils représentent énorme dans les voitures électriques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une capacité à produire de l'électrique, ils ont un marché énorme devant eux, ils amortissent chez eux les produits et ils sont capables de nous les envoyer à des prix extrêmement bas. Donc on voit bien ce qu'on avait prévu. Les Vietnamiens qui arrivent maintenant. Alors les Vietnamiens arrivent avec des produits, mais tous ces gens-là vont arriver, si vous voulez, par rapport à ça. Même les Coréens, quand on voit les Coréens, c'est peut-être la génération d'avant, si vous voulez. Il y a eu la génération des Japonais avec Toyota, il y a eu la génération des Coréens. Mais là, cette génération-là nouvelle sur la base de la voiture électrique, c'est un problème. Et d'ailleurs, pour pouvoir, comme dit notre ami, distribuer de la voiture, il va falloir baisser les prix de l'électrique. Le gouvernement, notre président de la République, n'a jamais fait que de dire il va falloir trouver des voitures produites en France à 25 000 € en électrique. Alors, on pense derrière qu'il y aura, on a vu au salon, 2 salons d'auto qui n'étaient pas tout à fait le salon de Pékin, mais qui n'étaient pas loin. On a vu quand même des voitures, des voitures Renault, qui seront demain produites à ce type de là. Et on a même prévu d'avoir le leasing social. Vous savez, on en a parlé beaucoup. Absolument. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'en parle plus. Pourquoi ? Parce que les seuls problèmes aujourd'hui de voitures qu'on puisse trouver sont des voitures produites en Chine. Et l'État ne va pas de nouveau donner de l'argent sur un leasing social pour pouvoir aider les Chinois à apporter des voitures en plus. Donc, on a reculer le leasing social pour plusieurs années, à mon avis au moins 2024, en attendant d'avoir des productions qui viennent effectivement de chez nous. Deuxième sujet du consommateur, c'est bien sûr, au-delà du prix, c'est l'autonomie. Oui. On est tous persuadés qu'en centre-ville, dans les grandes métropoles, il faut de la voiture électrique, ça paraît évident. Quand on fait, on va aller de Toulouse à Carcassonne, à mon avis, en voiture électrique, il faut prévoir quand même 2 jours, quelle qu'elle soit, ou 2 voitures. Donc il n'y a que 90 km entre les 2 villes. Mais je connais bien les villes, comme je disais ça pour notre ami, parce que je connais bien la région. Mais je veux dire, il y a un souci qui se trouve là aussi, pour lequel il faut apporter des réponses sur la disponibilité des bornes de recharge. Mais encore, ceci étant, est-ce que c'est un véritable changement de vie. Je disais l'autre jour à des amis, moi j'ai l'habitude de prendre la voiture un soir, et puis je vais faire 500-600 km pour aller à un endroit. On ne se posait pas la question du carburant. Maintenant, vous allez chez des amis, vous décidez de partir le week-end, il va falloir réfléchir au week-end comment on va recharger sa voiture. C'est une mode différente de vivre. Alors, il faut peut-être vivre différemment, et puis il ne faut pas rouler trop vite avec une électrique, parce que si elle vous donne 500 km d'autonomie, si vous roulez à 140, vous n'allez pas aller faire les 500. Hein. D'ailleurs, vous voyez de plus en plus de voitures électriques sur les routes aujourd'hui. Je vais vous donner une petite anecdote, qui roulent de moins en moins vite pour rentrer jusque chez eux. D'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi on réfléchit aux 110 km/h sur autoroute. Quand tout le monde sera en électrique, tout le monde sera à 90 à l'heure pour rentrer chez lui. Donc le problème sera réglé. Christophe Cyril, vous qui êtes sur le terrain, vous êtes Ford, Opel, Kia, CRS, Leapmotor, donc Kia aujourd'hui, est-ce que c'est finalement la marque qui explose ? Nous, effectivement, dans le groupe, Kia, en termes d'électrification, avait un gros temps d'avance, et surtout sur l'autonomie. Donc du coup, ça nous a permis de donner accès
à tout un tas de personnes qui, a priori, n'étaient pas partisans de l'électrique. Et grâce à l'autonomie qu'on leur a fournie sur les véhicules qu'on avait, y accèdent. Puisque tout à l'heure, là, on parlait de 400, 500 km. Bon, je pense que, juste pour mettre un peu de bémol et apporter une petite précision, aujourd'hui, sur les autoroutes, avec les bornes de recharge rapide, dans des périodes normales. C'est-à-dire, je sors des vacances scolaires, qui sera le vrai sujet du moment. Oui, mais c'est sûr. Pour les... Non, mais voilà, je volontairement, hein, d'accord. Ouais. Mais en Prenez tout cas, lorsque vous roulez normalement toute la semaine, professionnellement parlant, avec les bornes de recharge électrique, avec les véhicules d'autonomie entre 400 et 500 km, honnêtement, on arrive à se débrouiller. Le vrai sujet, c'est vacances quand tout le monde est sur la route en même temps. Là, il y a un vrai problème et on n'est pas structuré, organisé pour que les gens ne se disputent pas ou s'étripent pas à côté des bornes électriques. Voilà. Donc, il va falloir doubler ou tripler ou quadrupler, j'en sais rien. Voilà, il y a quand même des vrais sujets aujourd'hui et je pense que la raison, c'est vraiment d'acheter un véhicule en fonction de son utilisation, de son besoin. Vous êtes en ville, bien sûr que ça a du sens d'avoir des électriques, même s'il y a besoin que les réseaux de bornes s'accélèrent, parce que même dans les grandes villes, c'est pas prêt et il faut encore vite progresser sur le sujet. Je vous parle pas dans les petites villes ou les villages, mais en tout cas, ça a du sens. Après, lorsque vous faites 50 000 km par an, le sujet électrique, il faut passer à autre chose. Oui. À un moment donné, c'est pas raisonnable. C'est sûr. Voilà. Merci. Il faut juste raisonner. Merci beaucoup, Christophe Cyril, président du groupe automobile 1807. Vous restez avec nous, Francis Bartholomé. On va revenir sur les ZFE. ZFE, vaste sujet, personne ne comprend rien. En tout cas, on comprend juste que certains d'entre nous ne pourront pas accéder à des centres-villes, ou en tout cas un peu plus largement sur certaines agglomérations. Aujourd'hui, il y a 11 grosses villes qui se sont emparées du sujet. Ça va venir très vite et on va expliquer ça. On en parlera avec le rédacteur en chef d'AutoPlus et vous me faites le plaisir de rester jusqu'à la fin, monsieur Bartholomé. On revient dans un instant. Vous 0826 300 300 si vous avez peur des ZFE, si vous êtes artisan, si vous travaillez, appelez-nous. On vous attend au standard. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix qui font rouler la France. On parlait du secteur automobile, on faisait un petit point dans la première partie. Dans la deuxième partie, on va vous parler des ZFE. Alors, vous êtes un peu comme nous, c'est compliqué, c'est difficile, qui a accès, pas accès, quand est-ce que ça va se mettre en place? C'est déjà mis en place, mais est-ce que vous allez pouvoir rouler, rentrer? 0826 300 300, vous pouvez bien sûr venir directement nous en parler. On vous attend au standard et on va en parler avec notre invité, Francis Bartholomé est avec nous, le grand patron de Mobiliance, des services, en tout cas beaucoup de secteurs d'automobile. C'est un syndicat automobile. Et avec nous pour en parler sur ces ZFE, un expert aussi, Nicolas Bernard, le rédacteur en chef d'AutoPlus. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Nicolas Bernard. On va revenir on démarre tout de suite avec vous, Francis Bartholomé, sur ces ZFE. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Oui, peut-être faut comprendre que c'est pas une décision de l'État français. Il faut savoir que c'est l'Europe qui a contraint effectivement un certain nombre de mises en place de systèmes pour baisser effectivement les émissions de CO2, notamment dans les villes. Alors, la première chose des ZFE, à mon avis, ce qu'il faut bien penser, c'est que c'est pas le réchauffement climatique qui est directement concerné. Ce qu'il faut penser derrière, ce sont les émissions de NOx, de NO, et notamment les particules fines. C'est ça qui pose problème en ville, plus que le réchauffement climatique. On est bien d'accord. Souvent, d'ailleurs, en fonction des intérêts des uns ou des autres, on mélange les deux. Mais il faut bien séparer le réchauffement climatique et du CO2, qui est respirable. On est bien d'accord, ce qui est beaucoup moins respirable, c'est les fameux gaz nocifs, et puis donc les particules fines. Ça, c'est le premier point. L'Europe l'a décidé, et ça a été, pour une date, je crois plutôt, notre ami nous dira peut-être, s'il connaît bien le sujet, oui, c'est de 2025, je crois. C'est de 2025. Oui, donc d'ici 2025, l'État a dit, essayez de vous mettre tout doucement en ordre de marche, ce qui fait qu'il y a des villes qui sont allées très vite. Si c'est Paris, par exemple, et bien des villes qui ne vont pas encore trop bouger. Quand on parle des villes, je crois que c'est aglo de 150 000 habitants, si je me souviens bien. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces villes-là, je suis rémois. Je suis de Reims, je connais bien le maire de Reims. Ils ont réfléchi. Alors eux ont décidé, par exemple, de proposer 2024 de supprimer les vignettes 5, les vignettes 4, et de garder même en 2025 les vignettes critères 2. Donc à Reims, par exemple, si ça continuait comme ça, il y aurait encore des diesels possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est à Paris,
arrivent vont déjà être supprimés. Donc il y a déjà Parce que les diesels récents sont critère 2. Faut le dire mieux. Oui, il n'y a pas de diesel critère 1, ça c'est pas possible. Mais les diesels récents sont critère 2. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'il y aura déjà une inégalité entre les villes. La première chose qu'il faudra dire, vous ne pouvez pas. Juste dire quelque chose, Francis Bartholomé. Vous allez produire une note justement à l'endroit des professionnels et des automobilistes pour bien comprendre. Mobiliance va mettre en place cette note. Oui, nous ce qu'on pense beaucoup là, au-delà à travers bien sûr les problèmes sociaux qu'on va débattre, qui sont incommensurables, les erreurs qui posent ces problèmes-là. Nous on pense qu'à un moment donné, c'est un problème de gestion d'un parc roulant. Donc, on pense qu'il y a un parc roulant qui devrait être beaucoup plus propre. Et dans une structure qui s'appelle l'association Éco-Entretien, dont Mobiliance aujourd'hui a pris la présidence, on va essayer effectivement de ramener sur par exemple, le test qu'on a pris, c'est les vignettes critères 3, à peu près 10 millions de voitures en France, qui poseront vraiment problème, parce que ce sont des voitures qui ont encore de la valeur, à qui on risque d'empêcher de rouler dans 6 mois, 1 an, en fonction de... Et l'idée, c'était de dire, ça peut peut-être soulager pas mal de gens, c'est de dire, à un moment donné, ces voitures-là, si on les réglait en éco-entretien d'une manière faite en sorte qu'elles respectent des normes d'émissions NOx, NO, des émissions de... Ces normes-là devraient être définies peut-être par l'UTAC, peut-être définies par l'ADEME, légiférées par l'État, et ces voitures-là qui seraient entretenues en éco-entretien, bon sang, laissons-les vivre un petit peu leur vie dans une SDFE à vignette critère 3. Et ça soulagerait tellement de monde. Oui. Alors voilà ce qu'on est en train de proposer, c'est un truc qu'on lance vraiment. On pense que ça a un intérêt, quoi. Voilà. En tout cas, on va faire un petit point avec vous, Nicolas Bernard, justement sur qui est concerné par ces ZFE aujourd'hui, parce que d'abord il faut avoir une vignette critère, quelque chose, et de là on définit si vous pouvez rentrer ou pas. C'est possible que vous ne l'ayez pas, parce que bien effectivement quand on est critère 4 ou critère 5, on va pas faire la démarche d'aller payer une vignette pour expliquer à tout le monde qu'on a une voiture qui pollue. L'autre chose qui est importante, qui a été rappelée tout à l'heure, c'est que là on parle de la qualité de l'air, c'est-à-dire qu'on parle de la santé publique. Il y a une énorme confusion. Alors vous parliez tout à l'heure des intérêts des uns et des autres. Nous, ce qui nous embête, et on le voit avec tous les lecteurs qui nous envoient des mails qui comprennent rien, c'est que depuis les accords de Grenelle en 2007, quand on a commencé à faire la chasse au CO2, il y a une confusion totale entre, d'un côté, ce qui est mauvais pour le développement durable, pour la planète, le réchauffement climatique, et de l'autre, ce qui est directement nocif pour la santé publique. Les deux ne sont pas forcément les mêmes. On a eu toujours la même histoire, c'est que en 2008, on avait des diesels. Un diesel consomme moins qu'un essence, donc les diesels émettaient moins de CO2, avaient des bonus écologiques, et que en 2015 on a dit mais non, ça pollue, c'est dégueulasse. Ce qui m'a le plus étonné, moi, ce qui est là comme ça paraît simple, mais c'est d'entendre des politiques faire l'erreur. Au plus haut poste, des ministres. Francis Bartholomé confirme. Des noms. Des ministres quand même sont venus dire faut penser au réchauffement climatique, faut penser à la planète. Les ZFE, on peut pas, il faut les accepter. Ça n'a rien à voir. C'est ça qui est absolument dingue. Donc pour répondre, pardon, je reviens à votre question. Pas de souci. Effectivement, faut des vignettes critères. Alors. On pourrait leur taper dessus, dire que c'est arbitraire, ça l'est. Vous pouvez avoir une voiture de 2011, une voiture de 2013 avec le même moteur. Il y en a une qui est critère 3, l'autre qui est critère 2. Vous pouvez avoir une Prius de 2007 qui va se retrouver critère 3 alors que c'est une super bagnole. Je parle pas de conduite, mais qui est hybride, qui est donc hybride, qui consomme très peu et qui émet très peu de gaz nocifs type NOx. Et évidemment pas de particules fines, puisque pas évidemment, beaucoup moins de particules fines qu'un diesel. C'est un peu arbitraire, mais il n'y avait pas le choix, c'était très compliqué. Comment on peut savoir? Est-ce qu'il y a un site du gouvernement, quelque chose? Vous rentrez votre plaque d'immatriculation, c'est quoi? L'année et le carburant de votre véhicule. Oui. Le côté hybride ne comptera pas. C'est un essence ou c'est un diesel, et c'est de quelle année? Voilà, ça se base sur les normes Euro, et ce qui est très méconnu du grand public, c'est que les normes Euro ne parlent pas de CO2, ne légifèrent pas sur le CO2. En tout cas, on va au standard, 0826 300 300. C'est Yann qui nous appelle. Bonsoir Yann, bienvenue. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, Monsieur Bartholomé, je n'ai pas Nicolas Bernard. Et Nicolas Bernard, enchanté. Voilà, alors moi je vais vous expliquer. Alors, je suis un très mauvais citoyen, je suis un mâle blanc depuis 50 ans, chef d'entreprise, de droite en plus, c'est emmerdant. Bref, je suis agent immobilier, je fais approximativement en plus en campagne, dans le sud-ouest.
Et je fais en moyenne 80 000 km par an à peu près. Vous cumulez, monsieur, c'est pas possible. Voilà, donc voilà. Et alors comme je suis un vilain et que j'en ai marre d'entendre des pubs sur la voiture électrique et que ça me gonfle à force vraiment qu'on nous impose cette voiture électrique, qu'on nous impose et qu'on nous explique qu'on est des vilains, les vilains gens qui polluent, du coup ça m'a fait chier et j'ai acheté une Jaguar V6 243 chevaux. Voilà, et je vais rouler avec ça. Donc voilà, très clairement. Alors vraiment, on nous embête pour aller dans les villes et compagnie, pour une histoire de qualité de l'air. Au bout d'un moment, il faudrait qu'ils arrêtent de nous pomper l'air, ces politiques. Vraiment, parce que effectivement, comme vous dites, des fois ils comprennent rien. C'est même assez souvent d'ailleurs. L'intelligence et l'instruction, ça fait deux. C'est assez terrible et on peut plus vraiment faire quoi que ce soit. On peut plus rouler. On est des vaches à lait déjà. L'automobiliste est une vache à lait. On paye de partout, les radars automatiques et tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, ça commence vraiment à devenir du grand n'importe quoi. Et là, maintenant, les zones où on ne pourra plus du tout rouler, moi encore ça va, je me dis que j'ai un salaire et compagnie. Mais comment on va faire une famille avec 2 personnes qui bossent au SMIC pour s'acheter un véhicule hybride, un véhicule électrique ou n'importe quoi? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, moi je pense à ces gens-là qui n'ont pas les moyens, que je rencontre, des fois dans mon client, qui ont déjà du mal à payer leur crédit maison et qui ont du mal, parce qu'en plus les banques aujourd'hui font le bazar. Comment ils vont faire pour rajouter sur leur crédit maison, sur leur retraite et compagnie, le crédit d'une voiture qui vaut les yeux de la tête. Enfin, les constructeurs automobiles, on nous explique là qu'ils sont à la ramasse et qu'ils ont fait beaucoup moins de ventes. Mais enfin, regardons le prix d'une voiture aujourd'hui, quoi. Ouais, remettons ça en francs, parce qu'on nous a bien expliqué avec l'euro qu'il fallait oublier le franc. Mais enfin, moi, quand j'entends qu'une voiture coûte 75 000 euros, oui, c'est ce qu'on disait. On est à 500 000 francs, quoi. Oui, c'est ça. Bougez pas, Yann. Alors, il y a des chiffres, Nicolas Bernard, près de 75% des actifs extérieurs à une métropole s'y rendent en voiture. C'est considéré, pour les Français, comme une mesure antisociale. C'est le risque qui pèse sur cette mesure-là. On a tous en mémoire les gilets jaunes. Et d'ailleurs, le gouvernement s'est assez bien débrouillé là-dessus, puisque il a remis la main au maire. Donc c'est à la discrétion du maire. Ça évite, comme ça, d'avoir éventuellement un mouvement gilet jaune. C'est pas nous qu'on a fait. On vient de le voir plus récemment. Ça, c'est très important. Beaucoup se disaient, on avait fait des sondages un petit peu, notamment autour de la région parisienne. Dans les départements autour de la région parisienne, vous pouvez avoir le 92 très riche et le 93 beaucoup moins. Beaucoup disaient, moi j'en ai rien à secouer, je vais quand même venir en ville avec mon diesel parce que je préfère prendre une prune à 68 € que de foutre ma bagnole à la casse et d'en racheter une neuve. Là, le problème, c'est qu'ils viennent de légiférer. On voit bien quand même le gouvernement qui aide autant qu'il peut pour les maires là-dessus. C'est-à-dire que ils ont fait. C'est pas un appel d'offres, c'est un appel à projet. C'est sur un radar qui va scanner votre plaque, renvoyer tout ça à Rennes, là où sont traités les PV automatiques, vérifier que vous n'êtes pas handicapé, infirmier, taxi, etc., etc. Tous ceux qui vont être exemptés, mais vous êtes un citoyen lambda et que vous n'avez pas le droit de rouler là avec votre voiture, et vous prendrez la prune comme ça. Autant on peut jouer en se disant, je vais peut-être pas trouver des flics sur ma route aujourd'hui qui vont contrôler ma vignette critère. Et autant quand il y a un lecteur de plaque, ça veut dire que vous allez prendre 68 € chaque jour. Donc ça, ça marche plus. Et en fait, l'État vraiment a fait son appel d'offres, a maintenant le produit qui est disponible. Mais là aussi, ça sera à la discrétion des maires de l'installer ou pas. Alors, absolument. Selon qu'on soit dans une ville un peu écologiste, on va être un peu obligé de le faire. Dans une ville très bourgeoise où finalement, vous prenez sur Paris l'île de la Cité, ils vont être ravis qu'il n'y ait pas de voiture chez eux. Bon, il n'y a pas d'habitants non plus, mais voilà, ça sera à la discrétion des maires et ça évite au gouvernement d'être embêté. Et on va revenir dans un instant avec vous, Francis Bartholomé. Il y a peut-être une solution, c'est le rétrofit. Vous en avez parlé il y a quelques instants. On va en parler. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous. On fait une petite pause. C'est un sujet très intéressant et on expliquera effectivement ce que ça veut dire à tout le monde. Merci Yann, en tout cas, de nous avoir appelés. Restez avec nous. C'est les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Les vraies voix qui font rouler la France, on parle de ZFE, les zones à faible émission. Vous savez que 11 agglomérations aujourd'hui en France, ce sont sous couvert de ces zones ZFE. Il vous faudra une vignette critère 3, 4, 5. Si vous êtes 5, ce ne sera pas possible.
possible. Si vous êtes 4, pour certains, ce ne sera pas possible. Beaucoup d'artisans aujourd'hui se plaignent de ces vignettes parce qu'ils ne pourront plus travailler. Nous sommes avec Francis Bartholomé, le président de Mobiliance, et puis avec Nicolas Bernard, le rédacteur en chef d'AutoPlus. Vous évoquiez tout à l'heure, Francis Bartholomé, peut-être la solution, si on n'a pas les moyens de racheter une voiture neuve ou une voiture électrique, ce qu'on appelle le rétrofit. C'est-à-dire qu'on prend une voiture, on enlève le moteur et on met un moteur électrique. La crainte, c'est le tout et le n'importe quoi. Oui, là, il faut bien remettre dans le contexte de ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. C'est que le gouvernement, demain, va essayer de trouver des solutions pour pouvoir, dans ce tout électrique, à trouver des solutions qui soient correctement, du point de vue prix, qui soient acceptables par beaucoup de monde. Donc, c'est une des solutions. Maintenant, Mobiliance, nous, on a pris cette décision de le faire. Pourquoi ? Pour essayer d'organiser, de légiférer un peu les choses. Vous pouvez pas faire... Il y en a un qui va rétrofiter sa Twingo, l'autre va rétrofiter sa Versailles, le troisième va rétrofiter... Je crois que là, il y a des vrais sujets. Actuellement, on a vu ça au niveau d'équipe auto, ce qui était intéressant, il y a eu quelques rétrofits qui ont été faits sur des véhicules utilitaires. Vous parliez tout à l'heure de la livraison dans les villes, le dernier kilomètre ou autre. Il y a aujourd'hui quelques tests qui ont été faits avec Renault sur des véhicules Renault équipés de moteurs électriques. C'est assez bien fait. Ce sont des startups qui le font dans un cadre bien précis, organisé, structuré, avec des voitures qui vont rouler. Parlons clairement. Le seul débouché du rétrofit, ce sont les véhicules utilitaires dont vous parlez. Parce qu'un véhicule utilitaire, quand on a une camionnette, on cherche avant tout de l'espace. Oui. Elle peut avoir 15 ans, 20 ans. C'est aussi pour ça que parfois, là, faut se mettre plutôt au côté écolo, on trouve des camionnettes hors d'âge, non vapées, enfin sans filtre à particules, qui dégagent des fumées noires atroces. Bon, voilà. Oui. Ces voitures-là, c'est encore une valeur parce que c'est encore un gros camion. On s'en cogne qu'il ait des accros, c'est pas un problème. Voilà. Sur les voitures thermiques, moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est vraiment la parade qu'ont trouvé tous les politiques quand on leur dit « Mais attendez, est-ce que c'est vraiment écologique de mettre des voitures qui tournent encore à la casse ?» pour acheter une voiture électrique. Vrai. Tous ces produits qui fonctionnent encore, qui ont de l'acier, qui ne sont pas tous recyclables, on les a mis à la casse. On a mis des millions de véhicules à la casse. Et c'est peut-être encore moins écologique. Et là, l'argument ultime, c'est rétrofit. Mais bien sûr, rétrofit. Bien sûr, on va mettre 10 000 € sur une Twingo qu'on vend aux 500, plutôt que de la mettre à la casse, pour lui mettre une batterie avec laquelle elle fera 80 km. C'est une fumisterie, ce truc, pour réussir à répondre au problème de l'écologie, de mettre plein de voitures à la casse. Ce que dit notre ami actuellement, c'est que l'État, notamment notre première ministre, elle a beaucoup d'idées comme une voiture étant un produit jetable. C'est-à-dire, tant qu'on pourra éviter de jeter pour refaire, elle va essayer de reconditionner les voitures. C'est un vrai sujet. C'est pas une paille en bambou, une voiture. Mais voilà, on se rejoint là-dessus. S'il y a un intérêt, c'est que financièrement, ça puisse répondre à un besoin, et que globalement, le véhicule utilitaire qui va transporter le dernier kilomètre, il n'a pas besoin de rouler à 140 sur la route, il n'a pas besoin de 300 km d'autonomie. Donc il y a une réponse qui est là à des véhicules utilitaires électriques qui seraient hors de prix et qui n'auraient pratiquement aucune autonomie. Donc le sujet est là, c'est un sujet qu'il faut surtout maîtriser et pas faire n'importe quoi. On ne peut pas rétrofiter n'importe quoi, sinon on va mettre des voitures très dangereuses sur la route, c'est une évidence. Et la maîtrise du sujet, c'est pas toujours ça. On va essayer, oui. Allez, 0826 300 300. Didier est avec nous. Bonsoir Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous nous appelez de la banlieue toulousaine. Oui, c'est ça. Bienvenue. Je voulais juste revenir sur ce que vous venez de dire là sur les véhicules, enfin le rétrofit et tout ça. Là, moi, ce que je considère, c'est qu'un véhicule là où il pollue le plus, c'est lors de sa fabrication. Voilà. Donc, et du coup, moi, j'adore entretenir mes voitures, je le fais, et avec les ZFE, j'en ai une. J'ai une de mes voitures là qui va plus pouvoir rouler en 2024. C'est un diesel de 2009. Je l'entretiens très bien, voilà, et elle a pas beaucoup de kilomètres, et je vais entre guillemets devoir la mettre à la casse, voilà. Et ensuite, par rapport au cas de Toulouse, peut-être pas à la casse, mais elle va avoir, sur le marché de l'occasion, elle va valoir rien, quoi, rien du tout. Si, dans les départements ruraux, monsieur. Il va falloir la vendre dans les départements ruraux, là où il n'y a pas de ZFE. Sauf pour les ariégeois, là, qui vont vraiment faire de belles affaires avec les voitures des Toulousains. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est vrai. Je pensais à l'Ariège en tant qu'ancien Toulousain. Et par rapport à la ZFE toulousaine, elle a la particularité par rapport à Toulouse, on doit être plus intelligent que la moyenne, c'est que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors que sur Paris, c'est hors week-end et pas la nuit. Donc à la limite, je me demande si c'est légal d'être aussi liberticide. Oui, je vous réponds, c'est à la main des maires, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, oui.
D'accord. Ils ont le droit de durcir le ton s'ils veulent, en fait. Et le plus amusant, c'est que Strasbourg, où c'est une mairie écologiste depuis très longtemps, a fait par exemple une exception où il y aura 52 fois par an, autrement dit une fois par semaine, une exception pour les véhicules qui seraient hors ZFE, de pouvoir rouler dans la ZFE, ce qui est plutôt malin. Oui. Alors c'est quand même bizarre qu'à Toulouse ils aient fait Alors là, un truc aussi dur que ça, et qu'à Strasbourg ça marche. Comme disait Cécile tout à l'heure, vous pouvez avoir des maires qui accepteront l'éthanol, par exemple, le bioéthanol. Oui. Considérant qu'une voiture au bioéthanol peut avoir de même qualité qu'un critère 1, par exemple. Voilà, mais c'est vraiment le maire qui choisit sa propre stratégie, ça c'est clair. C'est vrai que je rebondis sur ce que dit Didier, ce qui est un véritable problème pour les gens qui ont des voitures d'occasion qu'ils auraient pu revendre assez cher, voilà, et qui aujourd'hui il y a une dépréciation de ces voitures parce que ça dépend et vous aviez raison Nicolas Bernard de dire faut la vendre dans d'autres départements, mais ça veut dire qu'aujourd'hui des gens qui ont des voitures qui les ont entretenues, il va y avoir c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va essayer de revenir à l'éco-entretien. La voiture de notre personne qui appelle là, c'est peut-être une voiture qui s'est parfaitement entretenue, elle produit sûrement pas des effets de polluants extrêmement dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Le vrai sujet, c'est l'entretien d'un véhicule, et c'est pour ça que si effectivement vous avez des voitures de telle ou telle année, qui certaines entretenues, d'autres pas entretenues, vous avez des écarts énormes sur des productions de particules fines. Un bémol quand même, si on parle d'un diesel d'avant 2000, si on parle d'un diesel d'avant 2007 qui n'aura pas de filtre à particules. Je suis d'accord. 2007, c'est très bien la campagne, il n'y a pas de souci. Mais en ville, c'est. Moi, je m'adressais plutôt aux véhicules critères 3, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des véhicules un peu plus récents, pour lesquels, effectivement, entre un entretien et pas un entretien, il y a une véritable différence au niveau des émissions de gaz, des gaz polluants. Donc, inévitablement, la possibilité de permettre à ces véhicules-là, demain, de continuer à rouler s'ils n'ont pas trop de kilomètres, si les gens les ont bien entretenus, c'est un peu la possibilité qu'on va proposer à Mobiliance au niveau de l'État, à dire, attendez voir, il y a peut-être une réflexion intelligente à faire, et ça dégonflera un peu le bébé, et un peu l'énervement de tout le monde, quoi. Ça peut aider, voilà. Après, je ne sais pas ce que fait Didier, mais c'est vrai que sur certains, on parlait des artisans tout à l'heure, en tout cas des gens qui ont besoin de leur voiture pour travailler, pour transporter du matériel. Là, il faut une tolérance quand même, parce que pour l'instant, il n'y a pas de tolérance. Je suis presque un peu extrémiste, là, un peu comme la théorie de l'apocalypse, mais moi, je me marre un peu, et pourtant j'habite dans Paris, mais je me marre un peu. J'espère presque qu'ils vont pas y penser. Et que le jour où tous ceux qui disent la voiture ça ne sert à rien, parce qu'ils oublient tout, ils sont dans Paris, prennent le métro où ils veulent, ils vont dans n'importe quelle ville de France où ils peuvent prendre le train. Bah oui, c'est facile de prendre le train quand on est à Paris. Et le jour où ils appelleront un plombier, où ils vont faire leur bel appart haussmannien, et qu'il n'y aura aucun artisan qui pourra venir, je vais jubiler, je pense. Ouais. Sauf celui qui aura rétrofité. Voilà, c'est ça. Là, la ZFE, le plombier aura du plomb dans l'aile. En tout cas, merci beaucoup Didier de nous avoir appelés. Merci à nos invités, c'était passionnant. Merci beaucoup Francis Bartholomé, président de Mobiliance. Je rappelle que c'est le syndicat des métiers de la distribution et des services de l'automobile. Et on aime beaucoup ce syndicat parce que ça représente en tout cas la France qui travaille et beaucoup d'expertise dont diverses et variées. Je vous incite à aller voir sur leur site internet, vous allez être étonné, puis vous allez apprendre plein de choses. Et comme en regardant effectivement Autoplus, vous allez apprendre plein de choses. Merci beaucoup Nicolas Bernard d'avoir été avec nous, rédacteur en chef. Merci à nos auditeurs de nous avoir appelés. Merci Philippe David. Merci Cécile de Ménibus. On se retrouve demain 17h comme toujours. Je réfléchis. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Ok. Vous êtes partante. J'aurais fait mon rétrofitting. C'est ça. Et dans un instant, l'excellent Yvan Cujouz pour le Love Music qui reçoit Greg Zlap, qui était notamment l'harmoniciste de Johnny Hallyday et Davy. Mais tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller où on parle de votre patrimoine. Soyez prudents sur la route.